Je me souviens du jour où j'ai décidé que ma voix ne serait jamais silencieuse. C'était à Lagos, jeune homme, entouré de violence, de corruption et de silence imposé. Alors j'ai pris ma guitare, j'ai crié ma colère, et j'ai fondé ma république, ma Kalakuta République, un lieu où la liberté ne connaît pas de chaîne. Je suis Fela Kuti, et ceci n'est pas une simple histoire de musique. C'est le récit d'un homme qui a défié tout un système, un cri de rébellion au cœur de l'Afrique. Je suis né le 15 octobre 1938 à Abeokuta, dans le sud-ouest du Nigeria, au sein d'une famille qui ne ressemblait à aucune autre. Mon nom complet est Olufela Olusegun Oludotun Ransom Kuti. Mon père, Israël, était pasteur anglican et instituteur, un homme d'une rigueur rare, profondément attaché à l'éducation et à la discipline. Il a été le premier président du syndicat national des enseignants nigérians. Mais c'est surtout ma mère, Funmilayo, qui a laissé en moi l'empreinte la plus indélébile. Elle était une militante politique, une activiste redoutable, pionnière du mouvement féministe en Afrique. Dans une société dominée par les hommes et soumise à la colonisation britannique, elle a osé défier l'ordre établi, manifester dans les rues, organiser les femmes et faire entendre la voix du peuple. J'ai grandi dans cette atmosphère de lutte, de résistance, d'intelligence et d'insoumission. Mon enfance était remplie de livres, de débats, de musique, mais aussi de discipline. À la maison, il n'y avait pas de place pour la paresse ou l'ignorance. Il fallait comprendre le monde pour mieux le changer. Très tôt, la musique m'a attiré. J'ai commencé à apprendre le piano vers 8 ans. Ce n'était pas encore un appel, plutôt une curiosité. J'écoutais les sons qui sortaient de l'instrument comme on découvre une langue étrangère. Je m'exerçais souvent en cachette, puis ouvertement. La musique devenait pour moi un espace de liberté dans une maison où l'engagement politique régnait en maître. Mais ce n'était encore qu'un murmure, pas encore une vocation. J'ai étudié à Abeokuta Grammar School, une école coloniale stricte, où j'ai appris l'anglais, l'histoire, les mathématiques, mais aussi le silence forcé qu'imposait l'Empire britannique à notre culture. Je me souviens de cette époque comme d'une lutte entre deux mondes, celui de ma mère, brûlant de fierté africaine, et celui de l'école, glacé de règles anglaises. En 1954, j'ai rencontré un ami qui allait beaucoup compter dans ma vie, Jimo Brahima, qu'on appelait Jika. Il partageait mon goût pour la musique et les idées. Ensemble, on rêvait d'un Nigeria libre, moderne, bruyant, mais africain jusqu'à la moelle. Quand mon père est mort en 1955, quelque chose s'est brisé en moi. J'avais 17 ans. Cette perte m'a plongé dans un silence intérieur. Mais paradoxalement, c'est aussi à ce moment que j'ai commencé à me rapprocher davantage de la musique. Elle me servait de refuge, de soupape, de miroir aussi. En 1958, j'ai quitté le Nigeria pour Londres, envoyé par ma famille pour étudier la médecine. Mais à peine arrivé, j'ai changé de cap. Mon cœur ne battait pas pour les sciences médicales, il battait pour la musique. J'ai donc intégré le Trinity College of Music. C'était un choix risqué, presque une trahison pour certains membres de ma famille, mais une évidence pour moi. À Londres, j'ai découvert le jazz, le high life, la musique classique, les clubs bruyants, la diaspora africaine, les échos du monde. C'est là que j'ai formé mon premier groupe, Kula Lobitos, un petit orchestre avec lequel on mélangeait des sons africains et occidentaux. Je ne le savais pas encore, mais tout ce que j'avais vécu, l'intensité de ma mère, la rigueur de mon père, la colère de l'adolescent orphelin, les notes du piano, l'éveil politique, le choc culturel de Londres, étaient en train de se mêler en moi. Quelque chose se préparait, quelque chose qui allait bousculer l'Afrique. Mais pour l'instant, je n'étais encore qu'un étudiant nigérian à Londres, passionné de musique et hanté par une question. Comment faire entendre la voix de l'Afrique dans un monde qui ne l'écoute pas ? Quand je jouais avec Kula Lobitos dans les clubs londoniens, je sentais que quelque chose manquait. Nous faisions du high life, ce genre populaire en Afrique de l'Ouest, mélangé à des influences de jazz. C'était bon, les gens dansaient, les musiciens étaient brillants. Mais au fond de moi, il y avait une frustration sourde. J'imitais ce que j'aimais, mais je ne créais rien qui soit vraiment à moi. Je voulais plus. Je voulais un son qui ne vienne ni d'Amérique, ni d'Angleterre, ni même de la simple tradition africaine. Je voulais une voix sonore, rugueuse, indomptable, qui dirait ce que je voyais,
ce que je vivais, ce que je comprenais du monde. Mais ce son-là, je ne l'avais pas encore trouvé. Je suis revenu au Nigeria au début des années 60, après mes études, en pleine euphorie post-indépendance. Le pays vibrait, mais aussi se cherchait. On croyait au progrès, à l'avenir africain, mais les promesses des dirigeants s'usaient vite. Corruption, instabilité, mensonges politiques, je voyais tout ça et ça me brûlait. C'est à ce moment que j'ai commencé à lier la musique à la parole. À cette époque, j'étais influencé par James Brown, Miles Davis, mais aussi par des griots et des rythmes yoruba. Je voulais tout mélanger, pas seulement pour faire joli, mais pour parler vrai, pour frapper l'oreille comme un poing. Un moment décisif a été mon voyage aux États-Unis en 1969. J'y ai rencontré Sandra Smith, une militante afro-américaine membre des Black Panthers. Elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a fait lire Malcolm X, m'a parlé de Kwame Nkrumah, m'a raconté la ségrégation, la lutte pour les droits civiques, les prisons politiques. Elle m'a dit « Ta musique est forte, mais elle ne dit rien encore. Tu dois parler, Fela. Tu dois être la voix. » Cette phrase a résonné en moi comme une détonation. Je suis rentré au Nigeria transformé. C'est là que tout a changé. J'ai rebaptisé mon groupe Nigeria 70, puis plus tard Africa 70. J'ai laissé tomber les chansons légères. J'ai commencé à composer des morceaux longs, puissants, répétitifs, habités. J'ai mêlé les percussions africaines, les cuivres du jazz, les lignes de basse hypnotiques, les chants en pidgin anglais. Et surtout, j'ai commencé à parler, à dénoncer, à provoquer, à nommer. J'ai compris que la musique pouvait être une arme, pas une arme de destruction, non. Une arme de libération. Mon style était né, l'afrobeat. Un mélange explosif de funk, de jazz, de rythmes africains et de vérité crue. Ce n'était pas qu'un genre musical, c'était une déclaration, une manière d'habiter le monde. Je ne faisais plus de la musique pour plaire, je faisais de la musique pour réveiller. Je me souviens des premières fois où on a joué nos nouveaux morceaux à Lagos. Certains dansaient, d'autres restaient figés. Parce que mes paroles dérangeaient. Parce que ma musique ne caressait pas, elle bousculait. Et moi, ça me plaisait. Je voulais être cet homme-là, celui qu'on écoute et qui dérange, celui qui met à nu l'hypocrisie et chante l'Afrique vraie. J'étais prêt pour la suite. Mais je savais que ce chemin serait dangereux. Et je l'ai choisi quand même. Quand l'afrobeat a pris forme, je sentais que je tenais enfin ma vérité. Chaque concert devenait une déclaration. Chaque morceau était un chant de bataille. Les gens venaient danser, oui, mais surtout écouter. Je n'étais plus seulement un musicien, j'étais devenu un messager. Et comme tout messager de vérité dans un monde de mensonges, j'étais condamné à déranger. Dans les années 70, Lagos vibrait au son d'Africa 70. Nos concerts étaient de plein. Mon saxophone devenait une langue à part entière, mes paroles une gifle contre les puissants. J'avais abandonné mon nom colonial, Ransom, pour devenir Fela Anikulapo Kuti, celui qui porte la mort dans sa poche, celui que personne ne peut tuer sans son autorisation. Je revendiquais mes racines, mon identité, ma dignité africaine. Je ne voulais plus vivre en demi-teinte, je voulais tout ou rien. Je vivais désormais dans un lieu que j'avais appelé la Kalakuta République. Une maison, un studio, une communauté, un monde à part. On y vivait selon nos règles, loin des lois hypocrites de l'État. On y répétait, on y fumait, on y chantait, on y pensait librement. Pour les autorités, c'était un nid de rébellion. Pour moi, c'était un sanctuaire. C'est là que sont nés mes plus grands morceaux. Zombie, une critique féroce de l'armée nigériane, est sans doute celui qui a fait le plus de bruit. Quand je l'ai sorti, les militaires ont hurlé. Ils ne supportaient pas que je les montre comme des pantins sans cervelle, exécutant les ordres sans réfléchir. Le morceau tournait partout. À la radio, dans les rues, dans les taxis. Le peuple chantait, riait, comprenait. Le pouvoir tremblait. Ils ont répondu par la violence. En 1977, l'armée a attaqué la Kalakuta République. Ils sont venus à des centaines. Ils ont tout brûlé. Ils ont détruit mes instruments, mes enregistrements, mes rêves. Ils m'ont tabassé. Et surtout, ils ont tué ma mère. Ils l'ont jetée d'un étage. Elle est morte peu après,
des suites de ses blessures. Ce jour-là, j'ai enterré une partie de moi-même, mais pas la musique, pas la rage. J'ai continué, avec des cicatrices sur le corps et des éclats dans l'âme. J'ai répondu avec mes chansons. Coffin for Head of State, où je déposais symboliquement le cercueil de ma mère devant les bureaux du gouvernement. Sorrow, Tears and Blood. Authority Stealing. Je ne chantais plus, je criais. Mais je ne faisais pas que dénoncer. Je proposais aussi. Je rêvais d'un Nigeria juste, d'une Afrique libre, d'un peuple éveillé. Ma musique était un programme politique. Je me suis même présenté à la présidence du Nigeria en 1979. Bien sûr, ma candidature a été rejetée. Trop libre, trop radical, trop dangereux. J'étais emprisonné régulièrement, battu, humilié. Mais je revenais toujours. Ma musique, c'était ma revanche. Mon micro, mon arme, ma scène, mon champ de guerre. Et pourtant, malgré tout ça, le peuple était là. Les concerts ne désemplissaient pas. En Afrique, en Europe, aux États-Unis. Partout où j'allais, je disais la même chose. L'Afrique doit se libérer d'elle-même, de ses dictateurs, de ses complexes, de ses chaînes invisibles. Je n'étais pas un héros. J'étais un homme en colère, amoureux de son peuple, décidé à mourir debout plutôt que vivre à genoux. J'ai toujours cru qu'un artiste qui ne s'engage pas est un artiste inutile. Pour moi, la musique n'a jamais été une décoration, un fond sonore ou un passe-temps. Elle était une déclaration de guerre, une manière d'éduquer, de provoquer, de réveiller. Mon engagement ne s'arrêtait pas à mes chansons. Il était dans ma façon de vivre, de parler, de marcher, de respirer. Tout en moi disait non au système, non à la soumission, non au mensonge. J'ai grandi avec une mère qui avait affronté les colons britanniques en face, avec ses mots et son courage. Elle m'a appris que se taire, c'est mourir un peu. Alors j'ai parlé. Haut, fort, trop fort pour certains. J'ai dénoncé les présidents corrompus, les militaires menteurs, les élites complices. Je les ai nommés, un à un. Dans mes chansons, je les appelais par leur nom. Je ne faisais pas de poésie abstraite. J'étais précis, tranchant, dangereux. Mais mon combat n'était pas que politique. Il était aussi culturel, spirituel, philosophique. J'étais en guerre contre l'aliénation. Je disais à mon peuple, « Pourquoi continues-tu à t'habiller comme les Européens? Pourquoi pries-tu comme eux? Pourquoi veux-tu leur ressembler? Tu es africain. Reste debout. Reste toi. » J'ai rejeté les religions importées. J'ai critiqué le christianisme et l'islam, non pas comme croyance en soi, mais comme outil de domination mentale. Je prônais un retour aux traditions africaines, pas dans le folklore, mais dans l'essence. La fierté de nos racines, de nos langues, de nos rythmes, de notre spiritualité. C'est pour cela que je ne me suis jamais plié au code. J'ai toujours porté mes vêtements africains, mes boubous, mes colliers, mes peintures corporelles. Je montais sur scène à moitié nu parfois, non pas pour provoquer gratuitement, mais pour dire « Voilà un corps libre, voilà un homme décolonisé. » Et j'ai vécu comme je chantais, sans compromis. Mon mode de vie choquait. Ma maison, la Kalakuta République, était un espace de liberté totale. On y fumait de la marijuana, oui. Je ne m'en suis jamais caché. J'en ai même fait un combat. Décriminaliser ce que l'Occident interdit pour mieux contrôler. Je disais, pourquoi un Africain devrait-il avoir honte de fumer une plante que ses ancêtres utilisaient depuis des siècles? J'ai aussi vécu entouré de femmes. Beaucoup. On m'a critiqué pour ça. En 1978, j'ai épousé 27 femmes en un seul jour. Des danseuses, des chanteuses, des femmes de mon entourage. C'était une manière de défier l'hypocrisie de la société. Je ne vivais pas caché. Je disais ce que je faisais. Je faisais ce que je disais. Ces femmes étaient mes partenaires, mes compagnes, mes alliés. Ce n'était pas un harem, c'était une famille choisie, une communauté d'insoumis. Mon engagement allait aussi dans la création de mon propre média. J'avais lancé un journal, The Bullet, pour contourner les censures des médias officiels. J'y écrivais ce que personne n'osait publier. Je donnais la parole au peuple, à ceux qu'on n'entend jamais. J'ai même voulu créer une école de musique panafricaine.
former des jeunes artistes libres, indépendants, conscients. Je voulais transmettre, pas seulement jouer. On m'a mis en prison plus de 200 fois. On m'a accusé de tout. Drogue, incitation à la révolte, outrage aux bonnes mœurs. À chaque fois, je ressortais plus fort, plus déterminé, plus clair. Je n'avais pas peur, parce que j'avais une mission, et une seule peur, celle de me trahir moi-même. J'étais un soldat sans uniforme, un philosophe sans école, un président sans État. Mais ma République, c'était ma musique. Et mon peuple, c'était l'Afrique entière. On m'a souvent vu comme un homme fort, rebelle, inébranlable. Mais à l'intérieur, j'étais aussi un homme plein de doutes, de douleurs, de contradictions. Parce qu'on ne peut pas être humain sans ça. Mon engagement était total, mais ma vie n'était pas toujours droite. J'ai eu des excès, des colères, des moments de solitude que personne ne voyait quand les projecteurs s'éteignaient. J'aimais la vie avec intensité. Trop peut-être. J'aimais les femmes, le rythme, les nuits longues, le bruit des tambours qui ne s'arrêtent jamais. J'aimais vivre comme si chaque jour pouvait être le dernier. Parce que je le sentais. Pour un homme comme moi, les jours étaient de compter. Je n'étais pas un modèle moral. Je ne l'ai jamais prétendu. J'étais un homme libre. Et la liberté, parfois, fait mal autour de soi. Mes relations avec mes enfants n'ont pas toujours été simples. J'étais là, mais absent. Présent, mais souvent pris par la musique, les combats, la scène. Certains m'en ont voulu. D'autres ont compris. Mon fils Fémi, par exemple, a marché dans mes pas, non pas pour m'imiter, mais pour prolonger quelque chose. Il a pris le flambeau, à sa manière. Et je suis fier de lui. Très fier. Parce qu'il n'a pas seulement hérité d'un nom, mais d'un combat. Il l'a redéfini à sa façon. Avec mes femmes aussi, il y a eu de l'amour, mais aussi des tensions. Ce n'était pas facile de vivre avec moi. J'étais exigeant, parfois dur. Je voulais tout partager, mais je n'avais pas toujours la patience de construire doucement. J'étais un feu. Et le feu brûle autant qu'il éclaire. Il y a des moments où j'ai douté. Pas de ma musique, jamais. Mais de l'impact réel de mes combats. Je parlais, je chantais, je me battais, mais le Nigeria restait prisonnier de ses démons. Et parfois, je me demandais, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que les gens écoutent vraiment? Ou est-ce qu'ils dansent simplement en oubliant ce que je dis? Mais chaque fois que je voyais un jeune me dire qu'il avait changé grâce à mes chansons, je reprenais force. Chaque fois qu'on me jetait en prison et que je voyais le peuple crier mon nom dehors, je comprenais que je n'étais pas seul. Même dans mes contradictions, même dans mes excès, j'étais porté par quelque chose de plus grand que moi. J'ai aussi été confronté à ma santé. J'étais malade. Je le savais. Mon corps me le disait depuis longtemps. Mais j'étais têtu. Je refusais d'aller à l'hôpital. Je disais que la médecine occidentale ne me comprendrait pas. Je me soignais à ma manière, avec des plantes, avec des bains, avec des chants. Mais la vérité, c'est que j'avais peur. Peur d'être diminué, peur de ne plus pouvoir monter sur scène, peur de finir comme un lion blessé qu'on enferme dans une cage. Et puis, il y avait le silence. Quand les concerts s'arrêtaient, quand la nuit tombait, il restait parfois un vide, immense, comme si, après avoir crié au monde, je n'avais plus de voix pour moi-même. C'est dans ce silence que j'écrivais. C'est là que je pleurais parfois. Sans bruit, sans témoin. J'étais fait là, oui. Mais j'étais aussi un homme, fatigué, brûlé par ses propres flammes. Et pourtant, jamais prêt à s'arrêter. Les années ont passé, mais mon combat n'a jamais faibli. Même quand la maladie a commencé à ronger mon corps, mon esprit, lui, restait vif, prêt à allumer la flamme chez ceux qui écouteraient. J'ai toujours su que la fin viendrait un jour, mais je refusais d'y penser. Je vivais chaque instant comme une dernière bataille à gagner. À la fin des années 80 et dans les années 90, ma musique évoluait, devenait plus consciente, plus introspective, même si la rage restait. J'ai continué à produire, à monter sur scène, à parler haut et fort contre les injustices. Mais je voyais aussi les jeunes générations changer, certains s'éloigner de mes idéaux, ou s'en inspirer différemment.
C'était étrange de sentir cette distance, mais aussi ce passage de relais. J'ai eu des moments de réconciliation avec certaines figures du pouvoir, parfois obligées, parfois sincères, mais je ne me suis jamais vendu. Je suis resté ce fou qui dérangeait, ce roi déchu toujours debout, ce guerrier en quête de justice. Mon état de santé s'est aggravé. Le sida, dont beaucoup ne parlèrent pas encore ouvertement, m'a frappé durement. La stigmatisation était énorme, et j'ai dû affronter cette bataille en silence, loin des regards. Mais la maladie ne m'a pas arrêté. J'ai continué à chanter, à danser, à vivre. Je suis mort le 2 août 1997, à Lagos. Mon corps s'est éteint, mais mon message, lui, brûle encore. L'Afrique et le monde entier n'ont pas oublié Fela Kuti. Je suis devenu une légende, oui, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui veulent que la musique soit un acte de résistance, une arme de libération. Mon héritage ne se limite pas à mes disques ou à mes concerts. Il est dans chaque jeune artiste qui refuse la censure, dans chaque voix qui ose dénoncer, dans chaque pas de danse qui réaffirme la fierté africaine. Mon combat est devenu universel, j'avais des projets, des rêves inachevés, une école de musique, un réseau de musiciens indépendants, un mouvement panafricain plus fort. Ces projets attendent encore d'être réalisés, portés par ceux qui ont compris que la liberté se conquiert tous les jours. Aujourd'hui, mes enfants, notamment Femi et Seun, poursuivent le chemin. Ils mélangent l'héritage et la modernité, gardent la flamme vivante tout en l'adaptant au monde d'aujourd'hui. C'est leur combat, mais c'est aussi le mien. Parce que la lutte continue. J'espère que mon histoire, racontée à la première personne, montre qu'on peut être un artiste, un révolutionnaire, un homme avec ses forces et ses faiblesses, mais toujours fidèle à ses convictions. J'étais Fela Kuti, et je resterai toujours un cri dans la nuit africaine, un éclat de lumière dans l'obscurité.